Ohayou gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose de vous raconter une histoire d'horreur un peu à la manière d'autres youtubeurs. Ici pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées, d'apparitions de fantômes, non. Aujourd'hui on va traiter de faits totalement réels et facilement vérifiables. Je vous propose donc de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. Kurokuragawa Suinan Jiko. 13 août 1999. Nous sommes le 13 août 1999 dans la préfecture de Kanagawa, à environ 1 heure de Tokyo. Une cinquantaine de personnes sont parties faire un pique-nique au bord de la rivière Kurokuragawa pour profiter du bon temps que leur offrait la saison estivale. Le temps est plutôt couvert, mais l'ambiance est assez bonne. En effet, les personnes se connaissent, ce sont les employés de l'entreprise d'élimination de déchets qui se situent non loin de là où il y a le camping. Et oui, je parle bien de camping parce qu'en effet, le pique-nique s'est progressivement transformé en camping vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà planifié de dormir sur place. Les employés ont ramené leurs copines et même parfois leurs enfants pour profiter d'un bon vendredi après-midi en famille et entre copains. Le gros groupe décide de s'installer sur un point à peine plus en hauteur que le niveau de l'eau, histoire de laisser les enfants faire trempette dans les 30 cm d'eau de la rivière. Donc ça c'est le décor de base, on a l'ensemble du tableau et on peut se demander comment les choses peuvent-elles mal tourner quand on est autant en nombre. Vous êtes pas prêts pour la suite. Il faut savoir que là où sont postés nos joyeux fanfarons, c'est en aval d'un barrage, le barrage de Kurokura. Et pour gérer ce barrage, bien sûr, il y a un gardien qui s'occupe de justement déverser de l'eau lorsqu'il y a un trop-plein. Ce bon monsieur, regardant la télé, prête bien sûr attention au bulletin météo. Et le bulletin météo au Japon du 13 août 1999, le voici. 今夜もですね、また大雨情報が出てるんですね。そうなんですか。ここに弱い熱帯低気圧があります。はい。あんまり動かないんですよ。ずっと関東のあたりに停滞しますんで、明日は昼間も少し強い雨に注意が必要ですね。はい。 Ah, donc gros risque de précipitation et on s'attend même à des inondations dans la préfecture de Kanagawa. Là, le gardien du barrage, en état d'alerte, va forcément suivre la procédure. Comme il va sûrement devoir déverser de l'eau de la rivière pour libérer la pression au niveau du barrage, il monte dans sa voiture pour vérifier s'il n'y a pas des personnes en aval du barrage qui pourraient se faire surprendre par la montée soudaine de l'eau. Il parcourt alors les alentours et là forcément il tombe sur notre groupe de 50 personnes qui s'apprêtent à faire un camping. Il les voit en train de poser leur tente et pour lui ça ne va pas du tout. Il sort alors un mégaphone et commence alors ce discours. 避難情報、避難情報、大雨のせいでここにいては危険です。安全な場所に帰ってください。En gros, il leur dit de rentrer calmement chez eux parce que l'endroit n'est absolument pas safe. Donc, suite à cette diffusion, les campeurs ont remballé leurs affaires et se sont excusés de ne pas avoir mieux regardé les conditions météorologiques. Tous les campeurs? Non, il y a un groupe de 25 personnes quand même qui se dit être safe et vouloir rester malgré les avertissements du gardien. Le gardien n'ayant aucun pouvoir sur eux et visiblement il n'arrive pas à les convaincre, eh bien il se contente de rebrousser chemin et d'espérer ne pas avoir à libérer de l'eau. Je suis d'accord que ça paraît fou de ne pas écouter le gardien du barrage qui te dit qu'il va libérer de l'eau, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il commençait à faire beau et lorsque le gardien est passé, la profondeur de l'eau ne dépassait pas les 30 cm. En gros, à l'endroit le plus profond de la rivière, eh bien l'eau ne montait pas plus qu'à la hauteur de la moitié de tes tibias. C'est pas fou. Bref, l'après-midi passe et il commence à pleuvoir. 19h. Sentant le danger arriver, 4 personnes parmi le groupe de 25 décident de rentrer chez eux. Pour le coup, pour eux, c'est pas vraiment les avertissements qui les ont convaincus de rentrer chez eux, c'est plus parce qu'ils n'avaient pas prévu à la base au fait de faire un camping. Ils avaient juste préparé de quoi faire un pique-nique, mais pas de quoi faire un camping. Quoi qu'il en soit, notre groupe passe donc à 21 personnes. 19h45. L'averse devient de plus en plus violente et comme ça fait déjà un moment qu'il pleut, eh bien le barrage Kurokura commence à arriver aux limites de ses capacités. Il déclenche alors les alertes pour prévenir que de l'eau va être libérée en aval du barrage, là où se trouve notre groupe. Le personnel du barrage revient là où il y a les campeurs pour leur expliquer que ce n'est plus possible et qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, mais malheureusement les campeurs en font qu'à leur tête et décident de quand même rester. 21h10. Le personnel du barrage est dans une impasse. Il continue de pleuvoir et l'eau s'accumule dangereusement. S'il déverse de l'eau, eh bien il risque de mettre en péril la vie de ces campeurs récalcitrants, et s'il ne déverse pas rapidement de l'eau, le barrage peut céder et mettre en péril la vie d'encore plus de personnes. Et c'est pour ça que le personnel du barrage appelle la police, et à 21h10, la police et les gardes forestiers arrivent au campement et disent aux campeurs de déguerpir et de rentrer chez eux. Devinez la réaction des campeurs. Devinez. Eh bien, ils leur ont soufflé au nez en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrêtez de flipper comme ça !» En effet, le groupe était un peu alcoolisé et les policiers ont récupéré ce genre de phrase. « Les gens d'ici sont tous trouillards, dis donc. Parmi nous, on va mettre quelqu'un qui fera le guet pour vérifier le niveau d'eau, vous en faites pas. C'est quoi ce campagnard qui gâche notre week-end, là ?» Bref, on est quand même en présence de personnes assez irresponsables et désagréable. Mais quand même, cet avertissement aura servi à quelque chose, car 3 personnes vont décider de rentrer chez eux. Donc du groupe de 21 personnes, on va passer à 18 personnes. On va les appeler Tako, Taka et Taku pour que ce soit plus simple pour la suite de l'histoire. 22h30.
Les policiers reviennent encore une fois au campement pour les prévenir et leur dire « Arrêtez votre folie, rentrez chez vous, c'est dangereux !» Mais malheureusement, ils ne vont récolter encore une fois que des rires et des moqueries. Désemparés et impuissants, les policiers leur donnent un dernier conseil avant de partir. Si votre vie est menacée, veuillez vous sauver vers le côté droit de la rivière. La nuit est déjà bien tombée, les campeurs s'endorment, mais la pluie, elle, s'intensifie. 14 août 1999, 5h35. 5h35, l'alerte grosse pluie et inondation est déclarée dans la totalité de la préfecture de Kanagawa. Le message est diffusé grâce au mégaphone présent dans toute la préfecture et d'ailleurs ça réveille au passage tous les habitants, dont Tako, Taka et Taku. Et ces trois personnes si gentilles commencent à se faire du souci pour leurs amis restés à la montagne. Et dans une bonté infinie, ils décident d'aller les prévenir et donc pour ça, ils montent dans la voiture et foncent direction la rivière. 6h. Tako, Taka et Taku arrivent et remarquent avec horreur que le campement de leurs amis est totalement entouré d'eau. Et en vérité, il se situe en plein milieu de la rivière et non sur les bords comme on pouvait le croire lorsque le niveau d'eau était très bas. Ils appellent leurs amis de toute leur force depuis la rive, mais malheureusement le bruit de la pluie étouffe leur voix. Voyant que personne ne leur répond et ne pouvant pas laisser leurs amis comme ceci, eh bien ils décident de traverser eux-mêmes la rivière. À ce moment-là, le niveau d'eau arrive environ jusqu'aux genoux et donc il est encore possible de traverser. C'est pas facile avec le courant, mais c'est possible. Tako, Taka et Taku arrivent jusqu'au camp et là, ils constatent que tout le monde dort. Le soi-disant système de guet qu'ils avaient mis en place pour surveiller le niveau d'eau n'avait pas été fait. Ils réveillent tout le monde et leur supplient de rentrer chez eux. Et devinez ce qui se passe. Vous avez compris, les touristes décident de quand même rester à la rivière. Déçus de ne pas avoir pu convaincre leurs amis, Tako, Taka et Taku décident de rentrer chez eux, tant qu'ils le peuvent encore. 6h35. La pluie continue de tomber et le personnel du barrage prend une décision difficile. Ne voulant pas mettre en péril la vie de nombreuses personnes au cas où le barrage céderait, ils décident d'ouvrir le barrage et l'eau s'engouffre. Pendant les 2 heures qui vont suivre, on ne sait pas vraiment ce que le groupe a fait. Se sont-ils rendormis? Très probablement. Mais quoi qu'il en soit, 10 heures. Suite à l'ouverture du barrage, l'eau commence à monter de manière exponentielle et là, enfin, les touristes se disent « Mince, il commence à y avoir beaucoup d'eau, il est temps de partir. » Enfin, ils commencent à remballer le tout le plus vite possible, mais c'est déjà trop tard. Le camp se fait noyer. 10h10. Le groupe a maintenant les pieds dans l'eau et décide d'appeler les secours, mais ils ne paniquent pas pour autant, ils se disent qu'ils sont sur une place dégagée où un hélicoptère peut intervenir, et puis la rive n'est pas si loin, les sauveteurs vont faire leur travail. Début de l'intervention. 10h30. L'équipe de secours arrive sur place et ne peut que constater le terrifiant tableau. Les 18 personnes sont coincées au milieu de la rivière et l'eau leur arrive déjà jusqu'aux hanches. C'est à peu près au même moment qu'une équipe télé arrive sur les lieux et commence à filmer toute la situation. On voit alors ce groupe de 18 personnes tassées tous ensemble, luttant contre le courant boueux avec quelques parasols encore debout. Hey! Appelez un hélico! Sauvez-nous vite là! C'est ton boulot, bordel! Ce sont le genre de phrases qu'un des membres du groupe va crier aux sauveteurs. De leur côté, pour les sauveteurs, ce n'est pas simple. Ils ont envoyé des équipes des deux côtés de la rivière pour essayer de faire le lien avec une corde des deux côtés, mais bon, ils doivent envoyer ça depuis une roquette et c'était absolument pas facile. Et malheureusement, le premier tir de roquette qui est censé relier les deux rives à l'aide d'une corde échoue à cause d'un tronc d'arbre mal placé. Je vous rappelle quand même que les conditions météorologiques sont totalement catastrophiques. 10h45. Les sauveteurs ont remis en place leur matériel et envoient une deuxième roquette pour lancer une deuxième corde, et cette fois-ci, c'est un succès. Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite, car après ce succès, ils doivent faire passer une corde plus résistante, et c'est assez compliqué parce que la toute première corde qui avait été un échec, obstrue le bon cheminement des opérations. Tout le monde essaie de tirer la corde, mais malheureusement c'est un échec. Vous vous demandez peut-être alors pourquoi un hélico n'a pas pu intervenir, parce qu'on est sur une place dégagée. Eh bien je vous le répète, les conditions météorologiques sont désastreuses. 11h16. Le désespoir commence à gagner du terrain et on voit sur ces images une mère qui embrasse son fils peut-être pour la dernière fois. Un premier parasol est emporté par le courant et la capacité physique des 18 personnes commence à arriver à leur limite. Actuellement le niveau d'eau est monté de 2 mètres par rapport à la normale et comme ils sont sur une petite motte, eh bien il faut imaginer que s'ils essayent de rejoindre une des deux rives, eh bien ils n'auront absolument plus pied. Et avec le courant, t'as pas trop envie de ça. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, à 100 mètres en aval de là où se trouve le groupe, eh bien il y a une cascade. C'est alors qu'un des membres du groupe va prendre une décision radicale. En effet, étant avec son fils de 1 an, il décide de tout tenter pour sauver son fils et le lance de toutes ses forces vers la rive. Mais l'homme est épuisé. Ses forces l'ont quitté, ça fait déjà depuis plusieurs heures qu'il lutte contre le courant. Le tir n'est pas assez fort, l'enfant retombe dans l'eau. La scène est horrible.
Mais alors qu'on pensait cet enfant perdu, un sauveteur va au péril de sa vie tendre les bras pour essayer de choper l'enfant, et il y parvint. Une vie de sauvée. Mais encore 17 à secourir. 11h35. Les sauveteurs donnent tout pour installer la corde et sont sur le point d'y parvenir, mais... 11h40. C'est précisément à ce moment-là que le groupe cède et se fait engloutir par l'eau. La cascade meurtrière n'était à peine plus de 100 mètres de là où se trouvait le groupe, et la totalité du groupe, soit les 17 personnes, sont portées disparues. Du côté des sauveteurs, une décision est prise à contre-cœur, celle d'effectuer les recherches uniquement lorsque le temps sera plus clément. En effet, plusieurs sauveteurs ont manqué de se faire emporter par le courant lorsqu'ils installaient les cordes, et ne voulant pas augmenter le nombre de disparus, ils ne peuvent que attendre. Et prier. 15 août 1999. 8h. Il est 8h et cela fait pratiquement 24 heures que notre groupe a été emporté par le courant. Le temps se fait enfin plus clément et la préfecture de Kanagawa mobilise pas moins de 340 personnes, militaires, policiers, gardes forestiers inclus, pour retrouver ces 17 personnes portées disparues. Ils retrouvent rapidement 4 personnes dont un enfant qui s'était accroché toute la nuit au bord de la rive pour échapper à la cascade meurtrière. Dans l'après-midi, ils retrouvent 2 personnes dans un lac en aval de la chute d'eau, mais cette fois les corps sont sans vie. Puis au fil des jours, ils retrouvent 10 autres corps, eux aussi sans vie. Si vous calculez bien, 17 personnes, moins les 4 sauvés, ce qui nous fait 13 personnes, les 2 retrouvés dans le lac, on passe à 11, et les 10 retrouvés plus tard, on passe à une personne, il reste une personne portée disparue, et cette personne, on va mettre beaucoup de temps à la trouver, ça va mettre 15 jours, parce qu'il s'agit d'un nourrisson en fait, un enfant de 1 an, et on peut dire que c'est peut-être la vraie victime de cet incident. Conclusion. Cette affaire est assez connue au Japon pour plusieurs raisons, et notamment c'est parce qu'on a beaucoup d'images de l'incident. On a littéralement le moment de la catastrophe, enfin presque de la mise à mort de 17 personnes qui a été filmée. Et à l'époque, les émissions de télévision diffusaient en boucle ces images, jusqu'à ce que certaines personnes s'indignent de la valeur éthique de ces dernières. Et c'est à peu près à ce moment que les programmes télé se sont excusés et ont arrêté de diffuser cette affaire. Ces informations ont été néanmoins regroupées sur une vidéo YouTube, et cette vidéo a 14 millions de vues. Mais le plus intéressant, c'est de voir les commentaires des Japonais. Je vous en traduis certains. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort dans l'équipe de secours. J'arrive pas à me faire à l'idée que le mec qu'on voit gueuler dans la vidéo s'en soit tiré. Ce qui m'énerve, c'est qu'un des enfants disparus a dit « Écoutons ce policier », mais les adultes bourrés autour n'ont rien écouté et l'ont envoyé bouler. Et dire que c'est ceux-là qui ont survécu. Les anciens disaient à raison « La stupidité ne se guérit qu'avec la mort ». On voit dans les commentaires que les Japonais sont assez amers de cette histoire, notamment quand ils savent qu'il y a des enfants qui sont morts à cause d'adultes complètement bourrés. Des campeurs inconscients ont mis en danger la vie de beaucoup de personnes, dont des enfants, et malheureusement tous n'en sont pas sortis indemnes. Tout ça parce qu'ils ne pensaient qu'à leur petit plaisir personnel sans se soucier du reste. Et je trouve que socialement parlant, on retrouve beaucoup ce côté communauté des Japonais qui s'oppose beaucoup à l'individualisme de l'Occident. Bref, en conclusion, quand vous partez faire du camping, faites bien attention, et même dans la vie en général, si quelqu'un de compétent vous dit que vous êtes en danger, eh bien écoutez-le. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me faire savoir si ce format un peu novateur t'a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.